8h40, si vous nous rejoignez en direct de Tel Aviv sur I24, édition largement consacrée à cette journée de la commémoration des victimes de la Shoah. Avec moi sur ce plateau, le guide Shlomo Balsam. Bonjour Shlomo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je me souviens très bien de vous. C'était en 2000 et on avait fait ensemble ce voyage en Pologne qui pour moi a changé ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à amener des jeunes adolescents en Pologne? Oui, je continue à guider des groupes des écoles juives de France, des groupes même du monde entier, juifs et non juifs. Je suis guide à Yad Vashem et je guide également en Pologne. Je pars dans 2 semaines avec l'école Lucia de Hirsch et ensuite avec d'autres écoles que... Oui, je continue. Alors justement, est-ce que ce travail de transmission, puisque ça en fait partie, est-ce que ce travail de transmission, il est le même quand on est face à des élèves d'origine juive qui sont peut-être bercés dans cette transmission et dans cette mémoire de la Shoah depuis leur plus jeune âge, et quand on est face à un public non juif? Non, c'est la même histoire. Et en général, les réactions sont extrêmement fortes et chez les visiteurs juifs évidemment, mais également chez les visiteurs non juifs. J'ai guidé, un des groupes que j'ai guidé qui m'a le plus impressionné est un groupe de survivants du Rwanda, les Tutsis, qui se sont identifiés absolument avec tous les événements de la Shoah et ils comprenaient mieux ce que je disais. Certains m'ont même dit Monsieur Shlomo, on va vous expliquer de quoi vous parlez. Nous, on sait de quoi. On comprend très bien de quoi vous parlez. Ils revivaient leur histoire à travers... Ils vivaient à travers notre histoire de la Shoah, leur propre histoire. Je suis un élève d'Emmanuel Levinas, on se voit toujours dans les yeux de l'autre. Ils ont compris les événements du Rwanda dans mes yeux et mes histoires, et j'ai compris la Shoah dans leurs yeux et leurs témoignages. Alors Shlomo, si vous me permettez, on va parler d'un fait qui peut sembler outrageant, mais en Israël, certains survivants de la Shoah vivent dans une situation des plus misérables, et ce malgré les aides que le gouvernement est censé leur apporter. On va faire le point avec Maël Ben-Oliel. Ruth est née en 1932 en Roumanie. Cachée pendant toute la durée de la guerre, elle a survécu. Mais sa famille a été décimée dans les pogroms. Cette musicologue vit en Israël depuis les années 60. Régulièrement, elle reçoit la visite de bénévoles, comme aujourd'hui, ce qui lui évite de rester isolée. Ils sont environ 190 000 rescapés de la Shoah à vivre dans l'État hébreu. Si Ruth profite d'une bonne retraite, ce n'est pas le cas d'un quart des rescapés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation impensable pour Ruth. Est-ce que vous me permettez de dire directement et brutalement ce que je pense? J'aimerais les battre, mais comme ça, avec des bâtons. Tous ces gens qui font du mal et des difficultés à ces pauvres rescapés qui nous sommes. Moi, encore, je m'arrange. Mais il y a des gens qui ne se sont pas arrangés ou qui, par toutes sortes de motifs, n'ont pas une retraite décente. Moi, je trouve ça honteux. Tout simplement honteux. Pourtant, il existe plus de 50 associations et autres organisations qui viennent en aide aux rescapés de la Shoah en Israël, proposant notamment des services à la personne et des aides financières. La Fondation pour le bien-être des victimes de l'Holocauste en Israël est l'une d'entre elles. Encore ministre de la Culture il y a 1 an, Limor Livnat est depuis peu à la tête de cette fondation. Elle-même s'interroge. Comment est-il possible qu'il y ait 45 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, moins de 3 000 shekels par mois de revenus? Ce n'est pas logique. Ça ne fait aucun doute que ces gens devraient recevoir beaucoup plus et que tout doit être fait pour qu'ils vivent leurs dernières années de la meilleure façon possible. Problème, d'après Limor Livnat, les caisses de l'État sont vides. Si le gouvernement le pouvait, il faudrait qu'il augmente son budget. Mais on le sait déjà, le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si c'est possible. De son côté, Ruth Ben-Zvi reste malgré tout reconnaissante envers l'État hébreu au moment où le monde commémore la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous avons été reçus dans un pays avec tous les droits
d'un citoyen. Ça n'avait pas l'importance si vous venez de l'Irak, si vous venez du Maroc, que vous venez d'Allemagne, que vous venez de la Russie. Vous êtes devenu citoyen israélien. Et on vous a reçu. On vous a donné plus, on vous a donné moins, on vous a donné une main plus chaude ou un doigt très discutable comme aide, mais vous avez reçu un État civil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour la dignité humaine, pour tout ce que nous sommes. C'est pas facile. C'est difficile. N'importe où nous serions allés, ça aurait été difficile. En 2013, une aide supplémentaire de 850 millions de shekels sur 5 ans a été allouée aux rescapés. Mais il semblerait que malgré les nombreux efforts consentis par Israël, ce ne soit pas encore suffisant. Voilà, des aides qui n'arrivent pas forcément tout le temps à leur destinataire, ou en tout cas pas forcément à temps. C'est outrageant, c'est aberrant ça, Shlomo, qu'on soit dans cette situation. Effectivement, il y a beaucoup de contradictions entre différentes administrations. Et c'est un parcours du combattant de recevoir des réparations. Il y a différents bureaux qui s'occupent de ça, et je suis désolé de le dire. Des fois c'est bien, des fois c'est pas assez performant, comme on vient de l'entendre. Personnellement, je suis président de l'association Aloumim. Aloumim signifiant enfant et caché, c'est un jeu de mots. Nous nous occupons de à peu près 1000 enfants cachés qui ont aujourd'hui entre à peu près 85 ans, mais nous occupons également d'aider médicalement et financièrement des gens dans le plus grand besoin. Nous aidons à peu près dans notre association entre 250 et 280 personnes grâce à des fonds qui nous est donnée par la Fondation de la mémoire de la Shoah de France. Voilà, une responsabilité qui incombe au gouvernement, mais qui retombe souvent parfois sur des organisations. Oui, alors des organisations, des associations comme la nôtre aident directement grâce à des fonds internationaux. Alors justement, un mot, si vous me le permettez, sur ces enfants cachés. Ils ont mis du temps à se considérer comme des victimes, eux aussi, de la Shoah. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus assumé. Alors, l'association des enfants cachés est née dans les années 1990, 91 à New York et à Jérusalem. En 93, on a décidé de créer l'association des enfants cachés en France pendant la Shoah. Après la guerre, les héros étaient ceux qui avaient combattu, les partisans, ou bien ceux qui sortaient des camps avec des numéros sur les bras. Les enfants cachés, comme ils se définissent eux-mêmes, nous étions des paquets, des gens qu'on a cachés, on ne représentait rien. Il n'y a que dans les années 90, après avoir refait leur vie, qu'ils ont commencé à s'organiser, et évidemment avec des personnages extraordinaires comme Boris Cyrulnik en France, Israël Liechtenstein en Israël et d'autres personnes. On a créé une association où les gens ont dit on a quelque chose à dire, mais ça nous a pris à peu près 50 ans, 60 ans de silence pour se reconstruire et commencer à parler. Certains des enfants cachés qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans ne connaissent même pas le visage de leurs parents. D'autres ont dit « mais moi j'étais heureux pendant la guerre. Ma guerre à moi a commencé en 1945 quand j'ai découvert que mon papa et ma maman ne reviendraient pas. » Et le plus grand travail des enfants cachés, c'est retrouver les justes qui les ont sauvés et de leur faire obtenir la médaille des justes. Alors justement, pour ça peut-être une façon de les aider, vous le savez peut-être, mais vous pouvez depuis un mois maintenant consulter les archives du régime de Vichy aux archives nationales en France. Regardez. Gilles Morin est historien. Il se rend plusieurs fois par semaine aux archives nationales à Pierrefitte, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il est venu consulter des documents du ministère de la Justice sur l'épuration à la Libération. Pour les obtenir, il devait jusqu'ici demander une dérogation. Il fallait faire des demandes écrites, l'administration devait me répondre, des démarches pas forcément utiles. Et pour finir, 2 ou 3 mois après, cela je les avais quasiment systématiquement. Mais néanmoins, j'avais donc attendu un délai qui coupe la notion de recherche, le travail en continuité. Depuis le 27 décembre dernier, le gouvernement a décidé l'ouverture quasi totale des archives du régime de Vichy, soit 700 mètres linéaires de dossiers.
700 mètres linéaires, ça représente grosso modo 700 fois 6 cartons quand on a affaire à des cartons standards comme ça de taille. Des dizaines de milliers de documents sont désormais consultables sans autorisation préalable. Or, la Seconde Guerre mondiale est l'un des sujets les plus demandés par les visiteurs des archives. La Seconde Guerre mondiale attire énormément de recherches tous azimuts, aussi bien celui qui cherche à savoir pourquoi son grand-père a été requis pour le STO, pourquoi son père a fait de la résistance. Comme Jean Sibyl, cet informaticien à la retraite passe des heures en salle de lecture à la redécouverte de son enfance pendant la guerre. Certains souvenirs restent pour lui inexpliqués. Par exemple, à un moment, je n'avais pas le droit d'aller dans un lieu précis de ma ville. C'était interdit. Mon père, mes parents m'avaient interdit de faire ça. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Donc si je pouvais trouver au niveau des archives. Faut-il s'attendre donc à des révélations dans les prochains mois? Pas forcément. On aura sans doute des découvertes qui vont étonner. Mais on n'aura plus une révélation du genre Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale ou d'autres choses, puisque les hommes politiques actuels, aucun n'a participé à cette histoire. Donc on n'aura pas ce côté scandale. Et tant mieux, on va pouvoir travailler sereinement. Les archives nationales sont ouvertes au grand public, quelle que soit la nationalité. Il suffit d'avoir 18 ans, une pièce d'identité et de s'inscrire gratuitement pour obtenir une carte de lecteur. Voilà, Shlomo, c'est donc ouvert au grand public à partir de maintenant. Oui, c'est très important. Certaines étaient déjà ouvertes avant. Serge Klarsfeld avait trouvé en 1990, avait fait ouvrir le dossier secret de la police française, le dossier juif de la police française de la Seconde Guerre mondiale. C'est très important, notamment pour nous, parce qu'on peut retrouver le parcours de personnes, notamment les enfants cachés, peuvent retrouver des détails concernant leurs parents. Certains considéraient que leurs parents n'étaient pas morts, ils avaient disparu. Maintenant, on a des preuves et des documents qui permettent d'établir des parcours familiaux, ce qui est une certaine consolation. Les enfants cachés peuvent refaire le parcours. Donc ces archives-là sont extrêmement importantes. Ils ont trouvé un bout de leur histoire. Alors on va parler d'un autre phénomène à présent. Shlomo, Mein Kampf, réédité, fait un carton en Allemagne. Le brûlot nazi d'Hitler est-il le dernier bibelot à la mode? Un trophée vintage qu'il faut mettre dans son salon. En vente en tout cas depuis le 8 janvier dernier. Le succès de sa réédition laisse rêveur et crée le malaise. Virginie, le livre est même en rupture de stock en Allemagne. Oui, alors il faut le rappeler, Nathalie, tout de même, entre 1933 et 1945, Mein Kampf, Mon combat, le livre d'Hitler s'est vendu à 12 millions d'exemplaires et traduit en 18 langues. En 1945, les Alliés décident de l'interdire. Le Land de Bavière détient les droits du livre, interdit sa réédition. Le 31 décembre, 70 ans, donc le 31 décembre dernier, 70 ans après la mort d'Hitler, les droits tombent dans le domaine public. L'ouvrage est réédité, il est disponible outre-Rhin. C'est le fruit d'un très long travail universitaire de 3 ans. Initialement, Mein Kampf, c'est 800 pages. Là, ça monte à 2000 pages puisqu'il y a 3500 annotations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé en librairie le 8 janvier dernier, qu'il y avait déjà 15 000 précommandes, alors que le livre n'avait été tiré qu'à 4 000 exemplaires. Donc on a dû le réimprimer. Et l'ouvrage, il va être publié en France? Alors oui, il va être publié en France, même si les réticences sont fortes. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, le député Front de Gauche. C'est un texte criminel. Ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on me dit, oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelle critique voulez-vous qui soit donnée supérieure aux faits eux-mêmes, ces meurtres de masse? Voilà, donc en France, Fayard va rééditer. On ne sait pas si ça va se faire en 2016 ou en 2018. Quoi qu'il arrive, ce sera à noter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fayard est l'éditeur français de Mein Kampf. En 1938, c'est lui qui l'édite. Il faut un peu arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, Mein Kampf est disponible en France sous le manteau dans des librairies d'extrême droite qui existent encore, dans des librairies salafistes du 11e arrondissement. Il n'est pas en tête de gondole, mais vous pouvez demander Mein Kampf et la personne ira vous le chercher. Ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, Mein Kampf est réédité par des mouvements d'extrême droite qui utilisent ce livre pour valoriser leur propre combat. C'est le cas en Turquie, où un éditeur d'extrême droite a publié le livre en 2005. Il dit qu'il en a vendu 130 000 exemplaires en 10 ans. En Inde, c'est pareil. Entre 2003 et 2010, la version hindi s'est vendue à 100 000 exemplaires, des chiffres qu'on ne peut pas vérifier de toutes les façons. Très rapidement, Shlomo, ça vous fait réagir? Oui,
premièrement, Mein Kampf était très lu sur les réseaux Internet. Des réseaux terribles qui vont des réseaux islamistes jusqu'à des réseaux d'extrême droite. On peut le trouver donc sur le net. Il a été vendu secrètement et même ouvertement dans beaucoup de pays comme en Ukraine, en Russie et dans des pays arabes ou en langue arabe. Donc ça me fait très très peur que maintenant la parole est encore plus libérée qu'avant. Il faut se mettre un point d'exclamation et dire attention, ça va étendre en plus des gens qui vont se réclamer de Mein Kampf et de Hitler. Le point est mis. Merci beaucoup, Shlomo, d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, on parlera d'un film qui suscite déjà la polémique, un documentaire salafiste. Il sort aujourd'hui en salle. À tout de suite.